Bonjour and good morning. Welcome to the Halifax Youth Forum on Immigration and Diversity. Bienvenue. L'immigration et la diversité. Je m'appelle Aaron Chan et je suis un jeune ambassadeur d'Expérience Canada 150 et moi. Et je suis honoré d'avoir été invité à agir à titre de maître de cérémonie pour votre événement d'aujourd'hui. My name is Farid Ahmed and I'm also a youth ambassador for 50andMe. Je suis Farid Ahmed et je suis jeune ambassadeur d'expérience et je suis honoré d'avoir été invité. Les terres sur lesquelles nous sommes réunis aujourd'hui font partie des territoires traditionnels non cédés des Mi'kmaq et Wolastoqiyik. We would like to begin by acknowledging that we are in the Mi'kmaqi, the ancestral and unceded territory of the Mi'kmaq people. This territory is covered by the treaties of peace and friendship, which Mi'kmaq and Maliseet people first signed with the British Crown in 1725. The treaties did not deal with the surrender of lands and resources, but in fact recognized Mi'kmaq and Maliseet title and established the rules for what was to be an ongoing relationship between nations. L'événement d'aujourd'hui est diffusé en direct sur le web dans tout le Canada et nous savons qu'il y a au moins 500 jeunes provenant de 8 provinces et territoires qui nous suivent aujourd'hui. Nous aimerions vous souhaiter la bienvenue aussi. Nous vous encourageons à prendre part activement aux discussions en nous transmettant vos questions afin que nous puissions les poser à nos conférencières. Et plus tard, au courant de la journée, vous aurez également la chance de partager les réflexions et les idées qui ont émergé durant les ateliers que nous allons faire en petits groupes. For online participants, we will be Pour accepting les your participants feedback en from ligne, your nous allons breakout accepter sessions votre prior to, rétroaction de during, vos and séances de following groupe the sessions. avant, Webcast durant et pendant la participants can séance. send questions and Les comments by participants sur le following these web steps. peuvent envoyer Click les the questions participate button on the en webcast cliquant sur player, le enter your email address, bouton and finally write your question Participate. in the space provided and press send. Donnez votre adresse courriel, Alternatively, écrivez you can votre send your question feedback et following your envoyez. breakout sessions Vous or feedback to the pouvez questions aussi we pose nous to our envoyer dedicated email vos that is rétroactions en envoyé vos forum150@experiences.canada.ca. questions au courriel forum150 à It is now my pleasure expérience.canada. to introduce C'est you un to the plaisir pour moi de President and vous CEO of Experiences présenter la Canada, présidente et organizer of the Canada directrice générale 150 d'Expérience project. Canada. Mesdames et messieurs, Deborah Morisson, présidente et directrice générale d'Expérience Canada. It's great to be here in Halifax Je suis and ravie in this d'être ici à beautiful Halifax et historic dans site that so many ce site people, historique where so many people took their où first ainsi grand steps nombre towards de personnes ont becoming pris leurs premiers Canadians. pas vers Just le as it's Canada. been for so many Comme others, ça a we été pour hope beaucoup that d'autres, your nous day here espérons que today votre will journée be just the passée ici beginning of sera many new le début opportunities de for you. beaucoup d'occasions pour Le vous. projet Canada 150e et moi a commencé par une idée toute simple, il y a plus de 5 ans. Nous savions que le 150e anniversaire du Canada arrivait à grands pas et tout comme les célébrations du centenaire ont appartenu à une génération, nous voulions trouver une façon de mettre la jeunesse canadienne actuellement à l'honneur dans le cadre des célébrations à venir. But a lot has changed since Beaucoup a changé depuis 1967. Thanks to the 1967 emergence of new grâce à l'émergence de technologies and nouvelles digital technologies communications. et de Your communication generation is numérisée. so much Votre more génération connected to the rest of est the beaucoup plus world réseautée and much more et aware of the beaucoup plus issues and challenges consciente facing our des planet. enjeux qui nous We know you affectent. want to Nous change the savons que world vous voulez just as changer much le as every monde generation comme has toutes les before générations you. qui vous ont But précédé. you are probably the Mais ones that vous actually have the serez tools sans and doute la capacity to génération do it in a ayant way les that outils no et other la capacité generation de le could faire before. comme nulle autre génération Et avant vous. pourtant, même si vous explorez ce vaste univers numérique et participez à des communautés de tous les types imaginables, le fait est que la plupart des jeunes Canadiens, au moment d'atteindre 18 ans, auront probablement visité un pays étranger, mais n'auront fort probablement jamais visité une autre province du Canada. By the time young Canadians are 18 years of age, Ayant they're atteint more l'âge de likely 18 to have ans, visited les jeunes another Canadiens country auront than to have visited the visité un autre province next pays door to them. qu'une province avoisinante. Des possibilités pour les jeunes Canadiens et Canadiennes de réseauter les uns avec les autres seem to us to be growing fewer and fewer semble while the être rest de of the world moins is en opening moins up to possible, you. tandis que vous êtes But one of the ouverts most amazing things de about façon Canada mondiale. is that you can Une chose discover the étonnante au world's Canada, c'est que vous cultures, pouvez découvrir languages les without cultures et les ever langages du leaving our Canada borders. sans quitter And there nos is propres so much frontières. we can Et discover il y a about the beaucoup de choses world que nous pouvons by faire talking first en and parlant much more d'abord often et en with each parlant other. souvent entre We know nous. we're not Nous perfect. savons que nous ne sommes We pas have our own parfaits. issues to Nous avons nos resolve, propres and problèmes there à are certainly régler. many things we could be Il y a doing des choses better. que nous pourrons faire autrement ou améliorer. Nous sommes emballés par la possibilité que les citoyens
du Canada deviendront des citoyens du monde. Donc, nous voulons que les fêtes du 150e permettent aux jeunes Canadiens et Canadiennes de penser d'abord aux défis propres au Canada dans ce contexte mondial. Ayant ce que vous avez au sujet de ces enjeux auxquels nous faisons face ici et en apprenant davantage sur les organisations qui peuvent nous permettre de régler ces problèmes, ferons-nous des citoyens et citoyennes mondiales. Nous vous demandons de nous parler de vos plus grands défis et les possibilités auxquelles nous faisons face au Canada. Plus de 2500 d'entre vous avaient répondu à cette question et de plus en plus de jeunes participent lors de chaque forum régional. Grâce à ces premières soumissions, nous avons choisi 150 jeunes qui se sont déplacés à 4 endroits pour s'intéresser davantage et approfondir leurs connaissances. 37 de ces jeunes, dont le travail a été affiché à l'écran ce matin, passeront la semaine entière à Halifax en apprenant davantage sur les thèmes de l'immigration et de la diversité pour aider à rétablir les nouveaux arrivés dans leur nouveau domicile. Mais nous vous demandons de penser à l'immigration et à l'inclusion. C'était un des 3 grands sujets d'intérêt parmi les jeunes qui ont présenté leur projet. Clairement, vous croyez à la force de notre diversité, mais beaucoup d'entre vous pensez que nous pouvions en faire davantage et mieux faire. Nous avons des conférenciers d'honneur. Parmi ces personnes sont des militants et des chefs de file qui pourront vous montrer comment une personne peut faire une différence. Et dans quelques minutes, vous entendrez de la part de dieux canadiens extraordinaires qui vont vous parler de diversité et d'inclusion, la sénatrice Ratna Amidva et la légendaire olympienne, l'honorable Chantal Petitclerc. Une partie importante de notre projet consiste à créer des liens entre les jeunes Canadiens et des leaders et militants exemplaires qui travaillent actuellement dans ces domaines et à reconnaître les contributions des Canadiens qui désirent véritablement une patrie meilleure. Nous sommes fiers de nous être associés à l'Ordre du Canada pour célébrer leur 50e anniversaire cette année et mettrons en vedette des membres de l'Ordre dans tous nos événements. Mais en bout de ligne, ce sont vous, les vedettes de notre forum. Nous avons consacré tout ce temps et ces efforts à créer ces forums afin d'écouter vos idées, vos préoccupations et de partager vos voix avec les autres citoyens et citoyennes du Canada. Aujourd'hui, nous allons choisir 38 d'entre vous parmi ceux qui sont ici et en ligne pour participer à la délégation de 150 jeunes de partout au Canada qui se rendront à Ottawa du 24 juin au 2 juillet pour participer au Forum national de la jeunesse et des célébrations de la Fête du Canada. En bout de ligne, vous nous allez permettre de créer un rapport de marque sur les possibilités et les enjeux qui intéressent les jeunes du Canada. Alors, faites quelque chose qu'on vous dit souvent de ne pas faire. Parlez souvent et parlez fort. Je vous souhaite une journée extraordinaire. Merci, Deborah. Il y a plusieurs personnes que nous aimerions remercier pour avoir rendu possible ce projet. Plus particulièrement, Canada 150 et le programme Les Jeunes s'engagent du ministère du Patrimoine canadien. Nous aimerions remercier également nos commanditaires nationaux, le groupe Banque TD, Great West Life, la Fondation McCain et WestJet. Here in Halifax, Canada 150. Ici à Halifax, le projet Canada 150 et moi comprend nos partenaires de la gouvernement de Nouvelle-Écosse, Parc Canada et ISANS. Et merci à nos commanditaires Air Canada et Via Rail. Soutenir les jeunes, promouvoir l'éducation et le militantisme communautaire sont les pierres angulaires de notre stratégie communautaire. Nous sommes fiers d'être partenaires avec eux et le projet Canada 150 et moi. C'est un plaisir pour moi de vous inviter Keisha Campbell, directrice de succursale du groupe Banque TD, de vous adresser la parole. Bonjour tout le monde. L'énergie est un peu faible. Est-ce que vous pouvez crier un peu fort pour mobiliser l'énergie? Je suis pas mal embarrassée d'être avec vous ce matin, inspirée, à vrai dire, de regarder autour de moi et de voir vos visages prêts à diriger le changement en matière d'inclusion et de diversité. Vous savez, je suis le produit de l'immigration et le Canada est pour moi mon chez nous.
et je suis arrivée en Ontario, mais aujourd'hui, au fait, je suis résident de la province de la Nouvelle-Écosse. Alors, voici ce que je dois vous dire aujourd'hui et ensuite je vais donner la parole à vous pour vos discussions au courant de la journée. Des forums tels que celui-ci, donnant à chacun de vous la possibilité d'échanger avec d'autres, votre créativité, vos grands défis et les possibilités auxquelles vous faites face, représentent pour nous la génération de l'avenir. Et il est très important en regardant nos célébrations pour le 150e anniversaire du Canada. Nous savons qu'une plus grande sensibilisation publique et mobilisation communautaire sont les premiers pas pour nous permettre de surmonter les grands défis qui nous attendent, qu'il s'agisse de l'environnement, des droits de la personne, la diversité et inclusion, le thème de nos discussions aujourd'hui, ou la façon de nous montrer au reste du monde pour faire preuve d'innovation et de créativité. Monter cette sensibilisation dès un bas âge. Et moi aussi, je me vois parmi ce groupe de jeunes, mais je vous regarde et je vois que ce n'est plus le cas. Mais grâce à vos discussions, les Canadiens ici et ailleurs seront un exemple positif pour la responsabilité sociale, pour continuer à bâtir des collectivités durables. Beaucoup de défis auxquels nous faisons face aujourd'hui, ici et ailleurs, exigent de nous une meilleure nouvelle façon de penser, innovation, nouvelles perspectives. Et c'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui pour partager vos perspectives d'avenir. Nous avons un défi, non pas seulement de vous laisser les problèmes, mais nous avons besoin de votre soutien pour profiter des forums d'aujourd'hui, pour réseauter et créer de nouvelles possibilités en matière de leadership et de pensée critique. Donc, sentez-vous osé aujourd'hui, partagez vos opinions, pensez que vous êtes habilité et que vos voix seront entendues et que même la moindre idée, si elle mène à l'action, peut entraîner de grands changements à l'avenir. Si j'ai une demande à formuler aujourd'hui, parce que je me place là où j'étais lorsque j'avais votre âge, c'est de vous réseauter, rester ensemble, parce que ce sont vous les dirigeants de demain. Participez aux délibérations, encouragez-vous les uns les autres, mettez au défi les opinions qui sont présentées parce que, je répète, ce sont vous les voix de l'avenir. Je suis pas mal emballée par l'avenir et je vous remercie de m'avoir donné l'occasion, en tant que représentant du groupe TD, mon employeur depuis les 13 dernières années, de venir vous parler aujourd'hui. Je vous souhaite une journée très réussie et bonne chance aux 38 d'entre vous qui participeront aux activités d'avenir. Bonne journée à tous. Merci encore, Keisha Campbell. Nous apprécions beaucoup votre soutien. It is now my pleasure to welcome C'est un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue à la directrice générale, Mary Chapman. Elle est directrice générale du Musée canadien de l'immigration. Elle a été nommée la première directrice générale en 2011, mais elle a été la force motrice de ce musée depuis les 15 dernières années. Directrice générale du Musée canadien de l'immigration. Welcome, everyone. Good morning. I have the honor, and it is a privilege to be the CEO of this museum. Bienvenue. And on behalf of myself and our entire team, Au nom de moi-même, je veux continuer la tradition de vous souhaiter la bienvenue ici aujourd'hui et bienvenue à nos invités spéciaux, les sénatrices Omidvar et Petitclerc, d'avoir accepté de se joindre à nous. C'est une très belle journée et je répète ce que Keisha a dit. Moi, je pense que je suis relativement jeune. Mon fils qui a 16 ans me le rappelle autrement, mais je vois l'énergie dans cette salle qui saura nous profiter. J'ai pensé à votre forum un peu et j'aurais voulu que Ruth Goldblum soit là. Elle était présidente de la société Quai 21 et la force motrice derrière la création de ce qui est aujourd'hui le Musée canadien de l'immigration du Quai. Mais c'était une remise où se trouvaient des artistes. Auparavant, il n'y avait pas grand-chose ici. Sa vie est témoin du fait qu'une personne peut faire une différence. Vous savez, la plupart des gens pensaient qu'il s'agissait d'une vieille remise
et le port pensait que c'était un lieu difficile à gérer. Mais elle a vu très clairement ce que pouvait devenir cet endroit. Elle avait une vision et de l'énergie et elle pouvait voir ce qui allait aboutir avant que personne d'autre. Et nous voilà, elle a concrétisé ce projet pour nous. Alors, j'espère que je pourrai partager un peu de l'inspiration qu'il a dirigée et que vous pouvez agir. Elle a réussi, les gens ne savaient pas. On pensait que nous étions le magasin Pure One. C'est arrivé. Ma mère elle-même pensait que je travaillais chez Pure One Imports. Mais sachez que vous pouvez faire une différence. Et votre travail aujourd'hui est tout à l'honneur de la vision de ce musée. Dialogue, engagement, mobilisation. Et je sais qu'il aurait voulu être là avec vous aujourd'hui. Et c'est une grande chance pour moi et un privilège d'être avec vous. Profitez de vos discussions. Amusez-vous. Je sais que vous êtes prêts à commencer. Permettez-moi de passer à la chose la plus importante pour moi et de vous présenter quelqu'un de très particulier. Ratna Oumidvar fait partie de cette énergie. Elle est reconnue à l'échelle mondiale en matière de migration, de diversité et d'inclusion. Elle est elle-même venue au pays. Ses expériences, elle a écrit un livre intitulé Letters to the Country. C'est un livre extraordinaire et je le garde comme lecture de chevet, comme elle le sait très bien. Elle est sénatrice indépendante de l'Ontario, nommée par le Premier ministre Trudeau il y a un peu plus d'1 an, même si cela peut sembler un peu plus longtemps que cela, parce que vous avez beaucoup réussi. Et il y a un thème dans tout ça. Elle est la directrice générale fondatrice et actuellement éminent professeur invité à Global Diversity Exchange, l'école de gestion Ted Rogers à l'Université Ryerson. Elle dirige l'Environics Institute et l'organisme Samara. Et elle est présidente émérite du Toronto Region Immigrant Employment Council, ainsi qu'ancienne présidente de Survie Syrie. La sénatrice Oumidvar est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. Moi, je l'ai rencontrée seulement l'automne dernier, mais elle a tellement de réalisations pour faire effondrer ces barrières. Elle a été nommée à l'Ordre de l'Ontario en 2005 et elle est devenue membre de l'Ordre du Canada en 2011. En reconnaissance de ses efforts dans le domaine de la défense des droits des immigrants et son dévouement pour réduire les inégalités de toutes sortes au Canada. Et en 2014, elle a reçu la Croix de l'Ordre du Mérite de la République d'Allemagne en faisant la promotion des relations entre l'Allemagne et le Canada. Donc, elle n'est pas très grande, un peu comme Ruth, mais elle est énorme en termes d'énergie et de personnalité. Alors, il me fait plaisir de demander à l'honorable Ratna Oumidvar de vous présenter la première allocution de la journée. Bonne journée à tout le monde. Merci Maria. Quelle belle présentation. Oui, vous avez dit que je suis petite, mais je dois vous dire quelque chose que ma grand-mère m'avait dit. Elle habitait un petit village tout poussiéreux d'Inde. Elle dit que les meilleures choses, elles sont petites, parce que moi, je souffrais d'être petite, pour ainsi dire. Il y a peut-être de jeunes filles, de jeunes garçons qui comprennent cela. Mais vous êtes beaucoup plus que votre corps physique. Et je suis certaine qu'on va en parler davantage. C'est vraiment merveilleux que vous soyez réunis ici pour parler de l'immigration et de la diversité, ici, dans ce beau musée. Si vous avez le temps, et je vous encourage à trouver le temps, de lire les histoires des gens qui sont arrivés il y a des années, qui ont transité par ce bouquet. Cette conversation que vous avez est très importante aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de parties du monde qui ferment leurs yeux, leur cœur, et parfois, il semblerait que le Canada soit seul en accueillant tout le monde. C'est une histoire exceptionnelle.
mais nous sommes appelés à faire preuve de leadership exceptionnel, de comprendre ce qui nous réunit malgré toutes nos différences. Et qui sont les leaders exceptionnels de l'avenir, vous les jeunes. Moi, je crois fermement que le récit donne un peu de contexte au sujet qui vous intéresse. Et cet endroit renferme beaucoup d'histoires. Je vous encourage à lire les histoires des gens qui sont arrivés, ils n'avaient absolument rien. Ils ont bâti une vie pour leurs enfants, leurs petits-enfants, pour eux-mêmes. Et en se faisant, ils ont bâti ce beau pays. Mais il y a un récit commun, un thème commun de chaque immigrant, de chaque immigrante. Je parle donc des 5 chapitres de l'histoire des immigrants. Et le premier chapitre, on parle toujours de la fuite si on recherche la sécurité, ou un départ, peut-être le deuxième chapitre, l'arrivée. Le troisième chapitre, et c'est très commun, le rejet. Vous allez connaître le rejet. Le quatrième chapitre, le renouvellement. Et le cinquième chapitre est ce que j'appelle rédemption. Je vais vous raconter mon histoire dans ces 5 chapitres. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc, mon histoire a commencé en Iran, où j'habitais avec mon partenaire et un jeune âgé d'1 an. Et c'était en 1979-80. Donc, à ce moment-là, il y a eu une révolution. Et nous étions des gens ordinaires, des gens vraiment ordinaires. Nous n'étions pas du tout politisés. Et pendant 1 an ou 2 ans, on y habitait. On pensait, bon, la révolution ne va pas nous toucher. Mais faites-moi confiance. On ne peut pas se divorcer de ce qui se passe au monde. Et un soir, la révolution nous a touchés de façon très rude. Nous devons donc essayer de partir le lendemain à la suite d'un bombardement. Il fallait prendre l'autobus et nous sommes arrivés dans le nord de l'Iran, à l'est de Turquie, le long de la frontière entre les 2 pays. On était dans une salle comme celle-ci et j'étais d'un côté avec ma famille, avec 100 autres personnes qui voulaient partir. Et l'autre côté, il y avait la Turquie et une photo de Khomeini. Et de l'autre côté de la salle, une photo d'Atatürk où on voulait aller. On était entourés de soldats, de jeunes garçons en effet, aussi jeunes que vous. Mais voici la différence. Ils avaient peur parce que pour la première fois, ils avaient du pouvoir, ils étaient des soldats et ils avaient des armes. Et une chose que j'ai apprise au cours des années, c'est une combinaison toxique. La peur et les armes, c'est une combinaison toxique. Donc nous avions grand peur et nous voulions traverser la frontière. Je me souviens d'une promesse que je me suis faite. Je ne suis pas religieuse, mais je suis très spirituelle. Et je me dis, bon, Dieu nous aidait à passer de l'autre côté. Et je ne vais jamais plus demander dans ma vie. Et nous avons pu traverser de l'autre côté. Donc, moi, je ne suis qu'être humain. Je n'ai pas tenu promesse. Mais de temps à autre, je réfléchis à ce moment-là et je me suis rendu compte que je suis vraiment très chanceuse. Quand nous sommes arrivés, donc tout était très différent. Bon, beaucoup de règles écrites et non écrites. Et maintenant, je me pose des questions, même en tant que Canadienne, depuis bon nombre d'années. Je suis frappée par la politesse des Canadiens. On fait la queue, on respecte l'espace des autres. C'était de nouveaux concepts pour moi. Et j'ai connu le rejet aussi pendant la première semaine, la deuxième semaine. On m'avait demandé de changer de nom parce que mon nom était trop bizarre, c'était trop différent, difficile à prononcer. Bon, beaucoup de voyelles, beaucoup de consonnes. Et ce qui était plus important, on m'avait dit que je n'aurais pas d'emploi à cause de mon nom, parce que mon nom était vraiment bizarre. Et à ce moment-là, j'ai réfléchi. Donc, on arrive avec rien. Il est surtout important d'avoir l'emploi.
Et je me suis donné un nouveau nom pendant 3 jours. Et j'ai pratiqué tous les jours. Un jour, j'étais Rita, le lendemain, Rosa, et le 3e jour, Rhoda. Mais au bout du compte, je ne pouvais pas le faire. Mon nom, c'est comme la couleur de ma peau. Comment est-ce que je pourrais rejeter mon nom? Donc, j'ai gardé mon nom. Mais j'ai changé beaucoup de choses à mon endroit. Et c'est la partie renouveau. J'ai changé ce que je fais. Pour une raison assez bizarre. Bon, je suis enseignante de littérature allemande. Qui l'aurait cru? Mais j'avais décidé que personne ne voudrait apprendre l'allemand à une femme indienne arrivée de l'Iran en tant que réfugiée. Donc, je me suis réinventée. Et c'est bien mon histoire, et c'est une histoire qui est commune à beaucoup de gens. Et j'ai pu réfléchir, et je trouve que c'est un sujet très important. Le Canada a toujours été et sera toujours un pays d'immigrants. Donc, je vous donne une métaphore de la maison du Canada. Et je présente souvent cette métaphore pour décrire notre société. Donc, pensez au Canada comme étant une maison qui a une bonne fondation, très solide, beaucoup de portes, beaucoup de lumière, mais qui a un toit protecteur. Et la fondation de la maison, il y a 2 principes. Tout le monde est égal, peu importe d'où vous venez ou quand vous êtes venu. Nous sommes tous égaux. Nous sommes tous égaux en tant que citoyens et citoyennes. Et la 2e fondation, les citoyens et les citoyennes peuvent prospérer quand les immigrants peuvent intégrer le pays. Donc, obtenir la citoyenneté plus vite, c'est meilleur pour les nouveaux arrivants, pour les immigrants, c'est meilleur pour le Canada. Mais nous avons aussi besoin de protection. Notre maison a un toit très solide, protège les gens du tort des gens qui veulent tricher, qui veulent mentir pour pénétrer notre maison. Donc, c'est la maison construite par le Canada. Et j'espère que pendant la célébration du 150e anniversaire, vous allez contribuer à cette maison de façon différente. Vous allez peindre un mur, vous allez mettre un nouveau tableau. Et c'est quelque chose qui est vraiment essentiel au rêve canadien. Quand nous arrivons en tant qu'immigrants et immigrantes, nous serons des invités, des convives. Pour commencer, on va s'asseoir près de la porte, mais avec le temps, on va devenir plus à l'aise. On apprend comment faire fonctionner la vaisselle, comment faire de petites préparations. Et à un moment donné, on se dit, bon, c'est notre maison. Nous allons remplacer les meubles, nous allons peindre la maison d'une autre couleur parce que nous sommes des Canadiens et des Canadiennes, tous et toutes sur un pied d'égalité. Merci. As an immigrant myself, born in Afghanistan, En tant qu'immigrant né en Afghanistan, je comprends très bien votre histoire, les 5 chapitres que vous avez mentionnés. Questions. Nous invitons celles et ceux qui souhaitent poser une question de se mettre en file devant l'une ou l'autre des jeunes ambassadeurs ou ambassadrices qui ont les micros. we now invite those of you who want to ask questions to come. Si vous voulez poser des questions, on vous demande de faire la queue devant l'un ou l'autre des ambassadeurs qui ont des micros. Et la chance de poser leurs questions, nous vous demandons de poser une question courte. Nous allons prendre la question de plusieurs jeunes, puis nous allons donner le micro à Mme Amidvar. Pour ceux et celles qui participent en ligne, envoyez vos commentaires et vos questions. Ça va nous aidera à faire entendre votre voix durant la discussion. Bon, nous avons déjà quelques personnes qui voudraient poser des questions. Commençons ici. Bonjour. J'aime beaucoup votre analogie de la maison. Les immigrants peuvent venir et dire que c'est leur maison aussi. Et je me demande si vous avez des conseils à donner aux jeunes pour que les immigrants se sentent que c'est leur maison, qu'ils peuvent remplacer les meubles ou peindre le mur
d'une autre couleur. Bon, on vous demanderait de répéter la question. Bon, je crois avoir compris la question. Bon, il y avait toute une partie de mon discours que j'avais décidé de ne pas prononcer parce que j'avais décidé de passer aux questions. Bon, je crois qu'il y a deux choses que vous pouvez faire. Tout d'abord, la diversité est une caractéristique de la démocratie. En elle-même, elle n'est pas intéressante, mais elle devient intéressante si vous tracez la voie de l'inclusion. Plutôt que de parler de valeurs, etc., je préfère voir les gens poser des gestes concrets. Vous avez parlé de gestes concrets. Les meilleurs conseils que je pourrais donner aux jeunes est de voyager. Allez et faites l'expérience du monde. Et je ne parle pas d'une visite de 21 jours de l'Europe. Allez étudier ailleurs. Bon, je suis très troublée par le fait que le nombre de jeunes Canadiens et jeunes Canadiennes qui vont outre-mer pour étudier chute de façon constante. C'est peut-être un problème de politique. Chantal et moi, nous pourrons peut-être trouver une solution. Mais je crois qu'il est très important de connaître le monde dans toute sa gloire et avec tous ses défis. À votre jeune âge, je vous encourage à aller voir le monde. Courez le risque. Apprenez à tomber et à vous redresser. Oui, est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, très bien, merci. Bon, de ce côté-ci, bonjour. Mon père est né en Irlande, il est venu au Canada. Et moi aussi, j'ai la difficulté avec des gens qui prononcent mal mon nom de famille. Et je me demande ce que vous dites aux gens qui vous disent qu'ils préfèrent que vous choisissiez un autre nom. Comment surmonter de tels obstacles pour avoir un emploi, par exemple? Bon, à vrai dire, je suis étonnée de savoir que les gens font preuve de manque d'attitude politique. Parce que ce n'est pas approprié de demander aux gens de changer leur nom. Mais les preuves, par exemple, les preuves récentes de l'Université de Toronto laissent entendre que les gens qui n'ont pas un nom canadien seront à un désavantage lors des entrevues, de l'ordre de 30 à 60%. Bon, si vous avez un nom comme le mien ou un nom comme le vôtre, bon, les chances que vous allez avoir une entrevue est de 30% de moins. Et ça va de 30 à 60%. C'est un vrai obstacle. Mais votre nom, ça vous appartient personnellement. Il ne faut pas perdre votre nom. Donc, profitez de chaque instant pour apprendre aux gens comment faire. Et parfois, lors d'une réunion de comité, j'arrête le déroulement pour dire comment prononcer mon nom. On me dit va. Donc, ça va peut-être vous aider. Et voilà ce que je vous propose de faire. Merci beaucoup. Bon, je vous rappelle, si vous participez en ligne, envoyez vos questions, vos commentaires, et on va les lire, on va les intégrer à la conversation. Oui, nous avons une question de Grace. Le Canada et les États-Unis sont des voisins. On fait souvent des comparaisons, mais les politiques en matière d'immigration de M. Trudeau et M. Trump sont très différentes. Croyez-vous qu'à un moment donné, il y aura une politique uniforme sur l'immigration qui sera pratiquée par tout le pays? Donc, croyez-vous qu'à l'avenir, il y aura une politique en matière d'immigration qui soit acceptée universellement et pratiquée par tous les pays occidentaux? Bon, à savoir s'il y aura une politique universelle sur l'immigration, non, je ne crois pas qu'une telle politique existe parce que les pays, les États ont le droit de déterminer qui va arriver au pays dans quelles conditions. Nous avons quand même les Nations Unies. Les Nations Unies élaborent des normes et des pactes internationaux pour reconnaître les droits des réfugiés et les droits d'immigration. Il y a donc une différence entre les normes et les aspirations, les arrangements multinationaux.
comme on voit aux États-Unis. Mais il y a aussi des différences entre les pays qui ont le droit de prendre la décision. Je dois dire que le Canada et les États-Unis sont complètement différents. Et nous avons toujours été différents. Nos histoires sont racontées de différentes façons. Nous sommes très fiers du fait que nous sommes une société multiculturelle. Mais eux, ils se prennent pour creuser. Tout le monde devient américain. Mais ici, tout le monde devient canadien ou canadienne. Mais nous sommes fiers d'être ici. Et c'est toujours ma marque personnelle. Moi, je suis d'ici, je viens d'ailleurs, et c'est bon pour le Canada. C'est une perspective internationale. Oui, de ce côté-ci, je me demande quel changement vous avez vu à l'échelle nationale et internationale depuis que vous êtes au Canada. Comment le dialogue a-t-il changé? Et surtout depuis quelques décennies en matière d'immigration. Bon, le changement le plus important au Canada, bon, nous allons parler du Canada, c'est la composition démographique de l'immigration après 1980. Après 1980, parce que nous avons éliminé un préjugé. On choisissait des immigrants d'origine européenne. Mais maintenant, il y a un processus de sélection à l'aveuglette, pour ainsi dire, ce qui a ajouté à la diversité du Canada. Autre chose qui s'est produite au début des années 2000, ce récit se répand à travers le Canada, et voici, le Canada a besoin d'immigrants. Donc, de façon générale, si vous tenez compte de notre récit politique, il n'y a pas de formation politique qui soit contre l'immigration. Oui, on peut discuter de l'immigration, mais on n'est pas contre l'immigration. Tout le monde comprend l'impératif démocratique. Sans immigration, ça va être une trajectoire à la baisse pour le Canada. Et une troisième chose qui s'est produite, la compréhension lente, et je suis contente d'avoir joué un rôle à cet égard. Si les immigrants réussissent, le Canada réussit. Si les immigrants échouent, le Canada échoue. Et c'est donc un récit qui est très sain. Mais on n'habite pas le pays des rêves en matière d'immigration. Il y a beaucoup de gens qui sont pro-immigration, pro-mondialisation, pro-droit de la personne. 30% de notre population est dans cette catégorie. Un autre 30% contre la mondialisation, contre l'immigration. Ils ont déjà assez de la diversité, mais c'est le 30% au milieu qui est important, qui va en effet décéder. Bon, il faudra que je donne des réponses plus courtes. Dans l'Ouest canadien, il y a une population assez importante qui ne voit pas l'immigration comme étant salubre, surtout les communautés rurales et agricoles de l'Ouest. Et dans ces communautés rurales et agricoles, l'immigration est un sujet très controversé. Donc, qu'est-ce que vous proposez pour aider les gens de l'Ouest d'accepter l'immigration à plus grande échelle? Bon, je crois que leur propre prospérité est liée à l'échec ou la réussite des immigrants. Parce qu'ils perdent de la population. Et c'est un fait bien connu. Moi, je suis venue à Halifax à plusieurs reprises pour parler au gouvernement, pour expliquer non seulement comment attirer les immigrants, mais les retenir. Nous devons faire attention au Canada. On ne veut pas devenir une histoire de centre multiculturel urbain et le reste du Canada. Donc, je comprends ce que vous voulez dire et je crois que l'intérêt particulier l'emporte sur tout. Comment l'immigration pourrait être
bonne pour votre économie, pour votre petite ferme, pour votre collectivité. Et c'est ça le récit plus important. Une autre question qui nous vient. Pourquoi y a-t-il beaucoup de gens qui craignent des immigrants et comment pourrait-on minimiser ces craintes? Je ne suis pas certaine d'avoir compris. Pourquoi croyez-vous que les gens continuent d'avoir peur des immigrants malgré les nombreux avantages et comment pourrait-on minimiser ces craintes? Bon, je crois que les Canadiennes doivent comprendre que si les gens veulent vraiment nuire au Canada, il y a des façons beaucoup plus faciles de faire que de devenir migrant et immigrante. Et je voudrais vous dire, et à la personne qui a posé les questions, que le niveau de triage, le niveau des qualifications, le niveau de test, surtout des réfugiés quand ils arrivent au Canada, ces critères sont très stricts. Donc, vous avez les États-Unis qui s'intéressent à la sécurité et le Canada. Nos processus représentent une image miroir. Et quand c'est la dernière fois qu'un immigrant représente une menace pour le Canada? Mais ça fait partie du contexte international de peur. Et nous devons réagir contre. Nous n'avons pas cette histoire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens qui voudraient nous nuire. Mais faire le lien automatique avec l'immigration, comparativement à ce qui se passe au Royaume-Uni et en France, c'est le manque d'intégration. Le Canada réussit bien par rapport à l'intégration. Les deux anciens gouverneurs généraux étaient des immigrants, piqués souvent. C'est généraux. Le directeur général de TD est né en Afrique. C'est important que je sois sénatrice. Nous avons des modèles. Et quand les immigrants réussissent, ils ont un sentiment d'appartenance. C'est peut-être une aspiration de ma part, mais j'y crois fermement. Thank you. Merci. Malheureusement, nous n'avons plus de temps, mais avant de nous quitter, j'aimerais demander à Lucas Galland de s'avancer et de vous remercier au nom de ce forum jeunesse. Our second presenter this morning is Nous accueillons maintenant l'honorable Chantal Petitclerc, ancienne paralympique et ancienne chef de mission pour l'équipe paralympique à Rio. L'usage de ses jambes à cause d'un accident à une ferme de son ami. Avec le soutien de son professeur de l'éducation physique, elle a appris comment nager et a commencé les courses en fauteuil roulant compétitives. Elle a ensuite participé aux Jeux olympiques 5 fois en gagnant 14 médailles d'or et 21 médailles en total. in 2010. Senator Petitclerc was En 2010, elle a été nommée compagnon de l'Ordre du Canada pour ses réalisations et connue à l'échelle mondiale pour avoir inspiré les Paralympiens. Veuillez souhaiter la bienvenue à l'honorable Chantal Petitclerc. Sénatrice Umidvar, you're lucky you have to... Vous avez de la chance d'avoir appris un vol parce que j'aurais pu vous écouter pour un autre 15 minutes. Je suis tellement ravie d'être avec vous ce matin et tellement inspirée par ma collègue, la sénatrice Umidvar. Et je voulais commencer un discours qui pourra continuer. Elle parle de l'immigration. Moi, je voulais parler de la diversité en ouvrant une toute autre parenthèse, mais en bout de ligne, j'aimerais partager avec vous et communiquer ce message qui, j'espère, sera resté en vous. C'est par quel moyen la diversité et nos différences nous donnent du pouvoir et font notre force, pas seulement en tant que personne, mais en tant que pays. Avoir cette opportunité de partager avec vous mon parcours un petit peu d'athlète, mais mon parcours de personne aussi. And I do want to share. Et j'aimerais partager avec vous mon parcours
et un peu comme a fait la sénatrice Omidvar, parce que pour moi, être différente, étant une personne handicapée, c'était pour moi un grand défi. Et j'y crois fermement, parce que je crois qu'en bout de ligne, ça ne fait aucune différence qui nous sommes, d'où nous venons et ce que nous essayons de réaliser. Avec le temps, les efforts et les passions que nous avons en nous, je le sais et très pertinemment que nous aurons à faire face à beaucoup de défis pour simplement atteindre l'objectif que nous visons. Je crois également que nous avons des talents particuliers et des différences, certaines différences plus visibles que d'autres, mais ces différences font de nous des gens uniques en notre genre et qui fait notre force. Vous comprendrez que pour moi, j'ai eu un très grand défi au tout début et c'était le défi de l'accident. Je viens d'un tout petit village, Saint-Martin-de-Carrière. Nous étions chez des amis de la famille qui avaient une ferme. La ferme était abandonnée, une ferme désaffectée. Dès que nous sommes arrivés, j'avais 13 ans, et dès que nous sommes arrivés à la ferme, les parents nous ont dit très clairement que nous, les enfants, n'étions pas autorisés à jouer parce que c'était une ferme abandonnée et dangereuse. Alors, bien sûr, parce que j'étais jeune et très jeune, la toute première chose que nous avons décidé de faire, c'est de ne pas écouter nos parents et nous sommes allés jouer. Et bien rapidement, il y avait une porte brisée qui était par terre. Nous voulions soulever la porte de grange et placer quelque chose, une boîte sous, pour en faire une rampe pour faire sauter nos bicyclettes. C'est ce que nous avons fait. Et en soulevant la porte, mon ami est parti pendant 10 secondes. Et vous savez, 10 secondes, parfois, c'est tout ce que ça prend pour changer une vie à tout jamais. Et à l'âge de 13 ans, et je n'étais pas aussi musclée que je l'étais lors des Jeux olympiques, je n'ai pas pu soutenir la porte. La porte est tombée sur moi et ça a brisé ma colonne vertébrale. Et je suis devenue paraplégique à l'âge de 13 ans. Et je veux parler de cet incident, pas que vous pleuriez pour moi, mais parce que pendant cette époque, voici ce que j'ai appris. Et dans les moments de défi où nous devons surmonter, et lors d'une tragédie comme celle-ci, ce sont les moments les plus difficiles de notre vie, mais ce sont les moments pendant lesquels nous apprenons qui nous sommes, qui sont les gens autour de nous. Et ce que j'ai appris de cette expérience, j'ai appris de cette expérience que lorsqu'on perd le contrôle, surtout dans un accident comme celui-ci, par exemple, on ne prévoit pas ce genre d'accident, on ne veut pas que ça arrive, mais lorsque ça arrive et il faut y faire face. Et ce que j'ai appris, c'est que dans une situation où on perd tout le contrôle, le seul contrôle qu'on a, c'est la maîtrise de ses propres émotions et la maîtrise de son attitude personnelle. La sénatrice Omidvar a été le grand témoin de ça, que l'attitude vaut pour tout. En raison des gens merveilleux que j'avais autour de moi, j'ai eu l'occasion de comprendre rapidement que même dans ce fauteuil roulant, même si j'étais différente, ma vie ne s'est pas arrêtée. J'ai commencé un nouveau parcours et j'avais quand même beaucoup de défis à surmonter, mais beaucoup de possibilités qui m'attendaient. Et j'aimerais parler avec vous de certains de ces défis parce que ces défis représentent ce que nous pouvons réaliser dans ce pays. Et la première occasion qui s'est présentée à moi, c'était dans le domaine des sports et de la course en fauteuil roulant. Je pourrais vous parler pendant 1 heure de temps sur mes 5 Jeux olympiques parce que j'aime beaucoup parler de ces moments-là. Mais j'aimerais simplement ajouter que le jeu ou les sports sont devenus importants pour moi. J'avais besoin d'un nouveau défi. J'avais accepté que je serais handicapée et que ce serait la meilleure aventure de ma vie que de devenir un athlète paralympique, de représenter le Canada pendant 5 Jeux
paralympique, sénatrice Omidvar a parlé de voyager et ce sont des sports qui m'ont permis de voyager partout au monde, de l'âge de 19 ans jusqu'à ma retraite à l'âge de 40 ans. Et ces voyages m'ont permis de voir le monde, mais aussi d'atteindre mes limites. Vous savez, j'ai pris ma retraite avec 21 médailles paralympiques. Et tout le monde va parler de ces médailles, bien sûr. Et moi, je les ai, ces médailles. J'aime bien les regarder, bien sûr. Mais je pense que tous les athlètes vous diront que ce que vous apprenez dans vos activités, vous apprenez d'abord à représenter votre pays, à gagner ces médailles. Et c'est ce qui fait la différence. Et c'est ce qui est important. Et tout au long de ces 20 années d'entraînement, et j'ai travaillé très fort tous les jours pour représenter mon pays et de sacrifier beaucoup pour atteindre ce niveau élite. Chaque fois que je participais à des Jeux, cela a fait de moi ce que j'allais devenir. Et j'étais fière du pays que j'habitais. Je ne crois pas que les athlètes paralympiques ou les athlètes ne sont pas autant reconnus et apprécions les athlètes ici au Canada, et surtout lorsqu'il s'agit d'athlètes paralympiques. Et c'est la différence qui est devenue une force pour moi. Donc, un diront, il faut transformer une faiblesse en une force. Et c'est exactement ce qui est arrivé dans mon cas. J'ai fait de cet accident et de ce handicap le moment pour aller jusqu'au bout de mes forces pour amener à participer à ces aventures. Je suis revenue de Bégin. J'ai pris ma retraite en 2008 avec toutes ces médailles, avec toute cette passion pour mon sport et toute cette expertise. Et au moment de prendre ma retraite après les Jeux de Bégin, la question la plus importante pour moi était, comme beaucoup d'athlètes qui prennent la retraite, et ma question a été la suivante. Que vais-je faire de ma vie? Ou comme les athlètes disent, qu'est-ce que je vais faire lorsque je serai grand? Parce que le sport est tellement agréable. Et en utilisant mes différences, comme une personne avec une incapacité en tant qu'athlète, j'ai eu la très grande chance de pouvoir travailler à Londres pendant 2 ans. J'ai travaillé pour le comité organisateur des Jeux olympiques à Londres au moment de leur préparation aux Jeux olympiques. J'ai représenté et j'ai entraîné des athlètes à Londres. Et je suis revenue au Canada ayant acquis cette expertise. Et de retour chez moi, je me suis rendu compte que je voulais avoir un impact sur les autres et que ma participation à ces activités sportives m'avait tellement rapporté, que ça m'avait tellement donné que je voulais trouver un endroit dans ma vie où que moi, je pouvais aussi redonner aux autres. Et un mardi soir, à 17h20, j'étais chez moi, le téléphone a sonné. Et en répondant au téléphone, j'ai entendu « Allô Chantal, allô Madame Petitclerc, voici le Premier ministre Justin au téléphone. » Alors mon fils, qui a 3 ans, ma toute première réaction était « Ah non, la bonne n'est pas là. » Et mon fils parlait, il voulait prendre le téléphone de ma main. Et j'ai dit au Premier ministre Trudeau, je lui ai dit, excusez-moi, c'est tellement fort, c'est mon fils, Elliot. J'approuve du nom, m'a-t-il dit. Et c'était à ce moment-là que j'ai appris que j'avais été nommée au Sénat. Et vous savez, au même moment, j'étais quand même dépassée. C'est un énorme privilège et aussi une énorme responsabilité. Les nouveaux sénateurs sont nommés depuis un peu plus d'1 an. Et lorsque je suis arrivée au Sénat, je me suis demandé comment vais-je prendre tout ce que je suis,
tout ce qui est important pour moi, que ce soit la santé, les sports, l'accès aux activités physiques pour tous, les droits des personnes avec handicap. Comment vais-je utiliser ces connaissances et cette passion? Comment vais-je l'employer au Sénat pour jouer le rôle qui va me permettre de faire de ce pays le meilleur pays au monde? Et pendant les premiers mois, je n'ai pas eu de réponse quant à ma question. Pendant les premiers mois, je voulais apprendre où était le Sénat par rapport à la cafétéria et les toilettes. C'est un nouvel environnement. Et apprendre à naviguer ces nouveaux parcours et aussi de rencontrer un si grand nombre de gens merveilleux autour de moi. Et la préparation de loi mais vous savez, 1 an plus tard, je dois vous dire que je fais une différence au Sénat et que le Sénat fait une différence dans les vies des Canadiens et Canadiennes. C'est extraordinaire. Mais j'aimerais ajouter, il y a 2 choses. D'abord, on est là pour parler de la diversité. En regardant le Sénat, c'est un exemple parfait de la diversité parce qu'il y a des gens de partout au pays qui ont toutes sortes d'expériences et d'expertise. Moi, dans le domaine des sports, la sénatrice Omidvar est spécialiste en immigration. Il y a des gens dans les domaines de la science, de la médecine, des avocats. Et après 1 an, je me suis rendu compte à quel point toutes ces différences, tout le monde respectant leur passion pour atteindre leurs limites et leurs objectifs, pour rassembler tout ça, c'est quelque chose d'étonnant et de puissant. Et c'est ce qui explique la diversité. Et aussi, c'est ce qui représente vous tous. Et c'est pourquoi je voulais vous parler très rapidement de mon parcours. J'aurais pu parler pendant plus longtemps, mais vous pouvez voir le lien. Et vous pouvez voir qu'il n'y a pas beaucoup de pays où je pourrais moi-même, Chantal Petitclerc, où j'aurais pu avoir ce merveilleux parcours, ayant subi cet accident très jeune et d'avoir accès aux soins de santé abordables et les meilleurs soins possibles afin que je puisse reprendre ma santé, pour avoir accès, pour aller à l'école, pour fréquenter l'université et pour avoir tout ce qui est offert aux autres pour devenir paralympienne et avoir l'Ordre du Canada en tant que paralympienne. Ça peut vous paraître si peu, mais il n'y a pas beaucoup de pays où les athlètes paralympiques ont la meilleure reconnaissance qu'on peut avoir au pays. Et aussi qu'un athlète en fauteuil roulant devienne membre du Sénat. Alors, voici ce que je vous dis. Nous sommes dans un pays où tout est possible. Et si c'était possible pour moi, il est sûrement possible pour chacun et chacune d'entre vous. Et c'est possible quand nous décidons que nous allons agir. Et c'est le message que j'ai à communiquer concernant la diversité. Que quiconque pense que la diversité est une faiblesse a tort. La diversité fait de nous un peuple particulier et fort, pas seulement en tant que personne humaine, mais en tant que pays. Alors, merci d'être là, de m'avoir écouté, de participer à cette conversation sur la diversité et aussi de ramener ça là où vous êtes et de garder ça devant vous là où vous allez. C'est un très grand plaisir pour moi d'être là. Merci pour tout ce que vous allez faire à l'avenir. Thank you. Merci. Merci, Madame Petit. Encore, nous invitons celles et ceux qui souhaitent poser une question de se mettre en file devant l'une ou l'autre des jeunes ambassadeurs ou ambassadrices qui ont les micros. Once again, we would like to invite those of you. Nous vous invitons qui souhaitez poser une question de se mettre en file là où sont les ambassadeurs, ambassadrices jeunesse qui ont les micros. Et nous vous demandons également de poser des questions brèves afin d'accepter plus de questions.
Nous allons d'abord vous demander de poser vos questions d'abord. Ensuite, nous allons demander à la sénatrice de répondre à vos questions. Pour ceux d'entre vous qui êtes en ligne, envoyez-nous vos questions et commentaires et nous allons les ajouter à la conversation. Donc, d'abord, bonjour. Ma question est celle-ci. Et dans cette communauté de Paralimpiens, comment avez-vous communiqué avec vos athlètes et qu'est-ce qui vous a permis de progresser grâce à l'exemple de vos pères athlètes? Quel conseil donnerez-vous quant à éduquer les autres étudiants et étudiantes au sujet des personnes qui ont des handicaps? Je sais que beaucoup de gens font attention aux gens handicapés et ils sont gentils, mais ils ne savent pas comment agir ou réagir. Alors, quel conseil pouvez-vous nous donner quant à la sensibilisation du grand public? Merci. Quand on parle d'inspiration, vous savez, moi, j'ai été inspirée par des athlètes paralympiens et Rick Hansen, athlète et aussi défenseur de personnes handicapées, m'a inspirée lorsque j'ai commencé. Même avant de commencer la course, il a visité mon école 2 ans après mon accident. Et de le voir, parce qu'à l'époque, il faisait une tournée mondiale pour sensibiliser le monde à l'endroit des blessures à la colonne vertébrale et de penser que quelqu'un en fauteuil roulant pourrait voyager partout au monde seulement 2 ans après mon accident, je puis vous dire que c'était d'une grande inspiration pour moi et il m'a permis de croire que si lui pouvait faire ça, moi aussi, je pourrais le faire. Alors, je crois à cette inspiration communiquée par d'autres, lui et beaucoup d'autres, des athlètes paralympiques ou non. Vous savez, j'ai été inspirée par les athlètes olympiques et en tant qu'athlète paralympique, je sais que moi-même, j'ai inspiré d'autres athlètes qui n'étaient pas handicapés. Et cela m'amène à répondre à votre question. Comment doit-on agir ou réagir et comment pouvons-nous nous sensibiliser nous-mêmes? Vous savez, je pense que la meilleure façon d'agir est simplement d'être la personne que nous sommes, de ne pas avoir peur de poser des questions et de ne pas trop protéger. Je pense que c'est l'erreur qu'on commet souvent, c'est de faire trop. Et les gens handicapés, si ces personnes ont besoin d'aide, vous demanderont de les aider. Et en réalité, il s'agit de ne pas porter un jugement. Je vais faire attention avec ça, mais vous savez, si quelqu'un est en fauteuil roulant, c'est facile. Mais avec certains handicaps, et je sais que j'ai des amis qui ont des problèmes à s'exprimer en raison de leur incapacité. Et les gens vont parler plus lentement ou vont parler plus fort en pensant qu'ils ne sont pas aussi intelligents qu'ils le sont. Et ces gens ont des doctorats en quelque chose. Alors soyez ouverts qu'une incapacité physique, la plupart du temps, est simplement ça, une incapacité physique et rien d'autre. Alors je dirais, soyez vous-même. L'éducation, la sensibilisation, c'est important, mais vous savez, être ouvert à la diversité est l'élément clé. Plus on voit les gens avec incapacité, qui ont accès à l'éducation, qui fréquentent l'école et qui travaillent, qui sont membres de la population active dans tous les environnements où nous sommes, je pense que cela peut changer les idées des autres. Merci. De rien. Nous avons des questions semblables de la part des gens en ligne. Alors, que pouvons-nous faire au Canada pour améliorer l'accessibilité pour les gens qui ont des handicaps? Je pense que beaucoup de choses sont actuellement en cours. Au départ, il faut avoir accès physique partout. Peu importe si on est éduqué ou si on a une passion pour quelque chose, si on veut aller en quelque part, il faut que cet endroit-là soit physiquement accessible. Et ça, c'est la première des choses. Et c'est facile à faire parce qu'on l'a fait à beaucoup d'endroits. Et la prochaine étape, c'est d'avoir un esprit ouvert. On voit, surtout lorsqu'il s'agit de la population active, les gens, et la façon que je le décris,
Lorsque je parle aux personnes handicapées, je dis la porte n'est pas fermée, elle est entrouverte. Et c'est nous, en tant que personnes avec une incapacité, de l'ouvrir grand et de ne pas avoir peur et de faire comprendre aux gens que peu importe notre incapacité, bien souvent, c'est une question de s'adapter. Pour cette incapacité, c'est adapter un ordinateur, un tout petit changement qui permet à une personne handicapée de devenir membre à part entière et citoyen à part entière du Canada. Et j'aimerais ajouter qu'aujourd'hui, nous avons la ministre Paula Qualtrough, ministre du Sport et personnes handicapées. Elle-même, elle a un handicap visuel et avocate. Alors, je sais qu'elle traverse le pays en ce moment et organise un forum et elle fait des consultations publiques pour demander à notre population qu'est-ce qui devrait être accessible. Et grâce à cette consultation, il va y avoir un projet de loi d'ici 1 an. C'est quelque chose que nous n'avons toujours pas au Canada et je pense que cela entraînera de grands changements. Pour simplement combler les lacunes, éliminer les écarts entre l'éducation, accès au sport et aux activités. Alors, je pense que ce projet de loi de la ministre Qualtrough va simplement combler ces petits écarts qui existent toujours. 2 questions encore de chaque côté. Comment avez-vous surmonté le non et que vous avez pu être non seulement athlète, mais une femme au Sénat aussi? Je sais que beaucoup de gens, lorsqu'ils subissent un accident, veulent abandonner et pensent qu'ils ne peuvent rien faire quand ce n'est pas le cas. Alors, comment habiliter les jeunes qui ont subi un accident ou qui pensent comme ça? Merci pour ces questions. Quels sont les défis auxquels vous avez fait face en tant que femme au Sénat? Vous savez, je pense qu'il y a beaucoup de défis. Je suis une femme, une personne handicapée, ancienne athlète paralympique. Souvent, les défis ou les barrières sont en nous plutôt que des barrières externes. Vous savez, lorsque je suis arrivée au Sénat, je me suis demandé If anybody knows in English how to translate that, you know, because I felt parce que je pensais que je ne suis pas avocat, je suis athlète, je suis dans un fauteuil roulant, je suis femme et je suis ici au Sénat. Mais on se rend compte encore une fois, c'est une question que de simplement ouvrir grand ces portes et parfois il n'y a pas beaucoup de femmes ou pas beaucoup de personnes avec handicap. Mais lorsqu'on sait ce qu'on fait, pourquoi on le fait et on a de la passion et on travaille bien et fort, tout le monde va reconnaître votre valeur. Et je pense que nous devons faire confiance à ça. Nous devons faire confiance à ceci, que parfois c'est difficile et peut-être parfois c'est pas juste, des fois c'est pas juste du tout, mais en bout de ligne, c'est pas une raison de ne pas agir. Et c'est toujours l'approche que j'ai adoptée, même en réponse à la question de l'attitude après un accident, c'est la même chose. Vous savez, dans la vie, il va toujours être plus facile de se nommer victime et de blâmer les autres. Et dans certains cas, et nous allons trouver des excuses, peu importe, que ce soit le fauteuil roulant, moi je viens d'un petit village, ma famille n'était pas riche, nous pouvons invoquer toutes ces excuses pour ne pas se pousser nous-mêmes dans le dos. Mais ça ne nous rapporte rien. Et plus important encore, d'abord, ça ne va pas réussir et ça ne va pas nous rendre heureux et assurer notre épanouissement. Et c'est l'objectif principal. Mis à part la médaille, le succès, le bon emploi, mais en bout de ligne, vous voulez vivre une vie qui vous plaît, alors il est important d'avoir une bonne attitude. Peu importe si vous avez subi un accident, vous avez toujours 2 choix. Et ces 2 choix sont toujours en vous.
que vous soyez, que vous adoptiez une attitude positive ou que vous choisissiez le négatif. Moi, je crois fermement que c'est le choix que nous avons devant nous. Une question de la part de Grace en ligne. Quels sont les obstacles que vous aviez devant vous? Quelles sont les suggestions ou ce que vous avez à partager en guise de conseil avec les jeunes qui ont des handicaps aussi? La chose la plus importante lorsqu'on est victime d'un accident, et j'étais jeune, et c'était pendant l'été, entre l'école élémentaire et avant que je ne commence l'école secondaire. Et vous savez, il y a toutes sortes de gens autour de vous, mais de façon générale, il y a des gens qui vont vous dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose, que vous ne pouvez pas faire ça en fauteuil roulant, que vous ne pouvez pas aller là. Les gens me disaient, ne mets plus l'accent sur les sports et en fauteuil roulant, va étudier quelque chose dans le domaine informatique parce que tu ne peux pas faire ça. Et ensuite, je suis devenue athlète. Alors, ça ne peut pas être plus physique que ça, où on va vous dire, tu ne peux pas gagner 5 médailles d'or, ça n'a jamais été une réalisation de votre sport, et ensuite, on le fait. On ne peut pas le faire avant que quelqu'un accomplisse. Et un ami à moi, Mark Tewksbury, nageur olympique, il a dit, peu importe ce que c'est dans la vie, vous pouvez être sûr et certain que quelqu'un en quelque part va accomplir ça et pourquoi pas vous. Et c'est ce qu'il dit souvent, pourquoi pas moi? Quelqu'un va accomplir ça, quelqu'un va gagner ses médailles, quelqu'un va faire défendre le record mondial, pourquoi pas vous? Pourquoi pas moi? Et la question est très simple et qui change tout en bout de ligne parce que c'est l'habilitation. Alors, je dis très rapidement après mon accident, et je ne sais pas si c'était un choix que j'ai fait à dessein, mais j'ai laissé les gens qui me disaient « tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas aller là, tu ne devrais pas, c'est dangereux ». Et je me suis rapprochée, je suis allée vers les gens qui me demandaient « qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce qu'on peut t'aider à faire? Quel est ton rêve? » Et que ce soit en tant qu'étudiant avec handicap ou plus tard en tant qu'athlète ou même plus tard en tant que sénatrice. Quand j'ai dit à quelques amis, j'ai demandé est-ce que je devrais faire ça? Je ne suis pas avocate, je ne suis pas politicienne. Alors, rapprochez-vous des gens qui ont confiance en vos forces. Ce sont les gens que vous voulez autour de vous. Trust in your strength. Et les gens qui ne font pas confiance en vous, ce sont les gens dont vous n'avez pas besoin. Mais bon, en effet, c'était moi. Bon, une dernière question qui nous arrive en ligne. Comment harceler le pouvoir de la diversité? Étant donné les pressions, encourageant les gens à s'intégrer. Bon, on ne peut pas s'intégrer et être unique. Il est question de respect. Bon, on a les gens autour de la table, tout le monde est différent, la couleur de la peau est peut-être différente, la religion, l'accent, des gens qui ont des handicaps, qui ont une orientation sexuelle différente. Nous avons tous quelque chose à contribuer qui fait en sorte que la vie est plus intéressante, plus amusante et qui renforce le pays. Je crois fermement. Donc, quelqu'un comme moi, qu'est-ce que cette personne va m'apprendre? Mais moi, je peux apprendre beaucoup de choses. Des gens qui pensent de façon différente, qui ont une apparence différente, et c'est comme ça qu'on devient une meilleure personne, un meilleur être humain. Donc, il faut embrasser, accueillir la diversité. Être particulier, être unique n'est pas une contradiction. Et voilà ce que nous devons faire.
Et c'est peut-être un peu plus difficile. Il sera plus facile d'être au sein d'un groupe si tout le monde fait comme vous, qui regarde comme vous, qui a votre perspective, qui ressemble à vous. Mais dans un tel contexte, on ne peut pas s'épanouir. On peut s'épanouir en accueillant les défis. Bon, merci de votre participation. Malheureusement, nous devons mettre fin à la période de questions. Nous allons maintenant nous réunir en petits groupes pour échanger des idées. Mais avant de faire cela, je voudrais inviter Mme Smith-Mohammed à remercier Mme Petitclerc. Merci beaucoup. Bon.